Lancement de projet adjugé à Benichab par la commissaire à la sécurité alimentaire. Visite du commissaire aux droits de l'homme. Visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme à l'ICB2 pour s'enquérir des conditions de vie des populations. Dans ce journal, vous suivrez également les appréciations des populations de la rive du fleuve quant à la création de pôles agricoles. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par le lancement de 77 projets financés par le commissariat à la sécurité alimentaire à Agjucht et à Benichab au profit des familles vulnérables. Et c'est un compte rendu de Melika Nekli. À Agjucht et Benichab, le commissariat à la sécurité alimentaire finance des activités génératrices de revenus au profit des couches vulnérables et distribue gratuitement des denrées de première nécessité. C'est dans ce cadre qu'intervient cette visite de la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimatou Mitmahfouz al-Khatari, dans la wilaya, qui a coïncidé avec le lancement de 77 projets financés à hauteur de 80 millions d'anciennes ouguiyas. Sur place, la commissaire a d'emblée indiqué que le commissariat à la sécurité alimentaire accompagne les populations cibles en finançant des projets, mais également en procédant à des distributions de vivres. Devant l'assistance, la commissaire est revenue sur les différentes interventions du commissariat à la sécurité alimentaire. Elle a cité les interventions d'urgence et celles effectuées de manière pérenne. La commissaire à la sécurité alimentaire a mis à profit ces visites pour tenir 2 réunions avec les autorités, les élus locaux et les populations. Réunions au cours desquelles les intervenants ont mis l'accent sur l'importance de la disponibilisation des aliments de bétail, particulièrement pendant la période hivernale. Ils ont également demandé le recrutement des natifs de la wilaya dans les sociétés minières pour résoudre le problème du chômage. De la wilaya de l'Inchiri, nous mettons le cap dans la wilaya du Trarza où séjourne actuellement le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Maître Ahmed Salem Oul Bouhoubouini a effectué plusieurs réunions avec les élus locaux, les populations et les notables de la localité de l'Ixeb2 et de Arbour dans la wilaya la localité de Dar el-Barka. Melik Nekli toujours. S'informer des conditions de vie des populations et du respect des droits de l'homme, c'est la quintessence de cette visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme à l'Exeba 2, relevant de la wilaya du Trarza. M. Ahmed Salem Bouhoubouini a décliné les missions de la Commission en présence des autorités et des habitants de la localité, réaffirmant l'engagement du commissariat à faire respecter les droits de l'homme. Il a également mis en exergue le rôle important que doit jouer le citoyen pour participer et veiller au respect des droits de l'homme. S'agissant des abus dont sont l'objet les habitants, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a indiqué qu'il est venu à la tête d'une importante délégation pour écouter les faits qui sont relayés sur les réseaux sociaux, en vérifier la véracité pour ensuite agir. Lui succédant, le maire de la localité s'est réjoui de cette visite et a remercié au nom des habitants le président et la délégation qui l'accompagnent pour les éclaircissements apportés. Le président de la commission s'est également rendu à Abour, dans l'arrondissement de Dar el-Barka. Lors de la réunion, les habitants lui ont présenté de nombreuses doléances, parmi lesquelles on peut citer la réhabilitation de l'école et le financement des coopératives féminines. Alors, et nous restons dans la région du fleuve et comme annoncé dans les titres, les habitants de ces wilayas louent à l'unanimité la création de pôles agricoles qui permettra une meilleure exploitation du potentiel agricole. Emina Khalid. Les terres cultivables de la rive droite du fleuve Sénégal, côté mauritanien, offrent de grandes opportunités économiques qui n'ont jusqu'à présent pas encore été entièrement exploitées. Et ce, malgré leur potentiel et les moyens qui ont été mobilisés afin de développer le secteur. Les seuls investissements étrangers dans le secteur ont atteint les 500 milliards de dollars depuis les années 70, une réalité qui n'est pas passée inaperçue pour les autorités concernées.
Ces mêmes autorités qui se trouvent aujourd'hui dans la commune de Dar el-Barka, afin de se concerter et de trouver des solutions capables d'élever le niveau du secteur avec l'appui des différents acteurs et partenaires. Quelle est donc la perception de ces acteurs et comment voient-ils les solutions proposées lors de cette réunion de concertation? Pour ce chef de coopérative, la présence en personne des ministres donne beaucoup de confiance et d'espoir aux populations locales qui souhaitent rentabiliser leurs terres et les insérer dans le circuit de production. Pour cet autre, les terres non cultivées sont une source de conflits et l'intérêt général est prioritaire. Il faut donc que les terres soient mises à disposition des services agricoles afin de les aménager et de les exploiter, ce qui assurera un rendement économique aux personnes et aux familles locales. Les personnes ressources du domaine de l'agriculture de la zone sont unanimes sur la non-exploitation du tiers des terres cultivables de la zone pour des raisons diverses. C'était donc un reportage de Mina Khlil et pour mettre la lumière sur ce sujet, nous recevons ce soir pour vous Monsieur Baro Momodou, expert foncier qui est par ailleurs un professeur à l'Université d'Arizona. Monsieur Baro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, j'aimerais savoir quels sont les principaux axes de cette nouvelle stratégie de développement agricole. Merci. C'est une question importante. C'est vraiment des axes d'innovation qui partent d'une analyse concrète de la situation du pays sur le plan agricole. Monsieur le ministre de l'économie, dans la réunion qu'il a tenue avec les populations de Dar el-Barka l'autre jour, a montré des chiffres. Il a évoqué un chiffre de 1,7 milliard de dollars américains dépensés depuis 1974 sur l'agriculture, sans compter les financements de l'État, sans compter aussi l'OMVS et les sommes colossales qui ont été mises dans le développement agricole. Le constat est que on peut faire mieux que cela. On n'est pas arrivé à l'autosuffisance alimentaire dont on clame depuis très longtemps. Donc il faut innover. Donc c'est une stratégie d'innovation. Il faudrait voir comment arriver à résoudre ce paradoxe. Et le paradoxe, il est très important. Nous avons affaire à un pays qui dispose d'immenses ressources agricoles, d'immenses terres, un fleuve dont le potentiel en eau est sous-exploité, des énergies solaires et autres existent, donc ce n'est pas normal. La Mauritanie aurait dû être indépendante sur le plan de son autonomie en termes de production agricole. Donc c'est ce constat qui a été fait qui veut dire, bon, essayons de changer un peu les choses en essayant de mettre en place un participant gagnant-gagnant en quelque sorte. Je crois que les formules passées n'étaient pas des formules de participation, n'étaient pas des formules de gagnant-gagnant, on le sait très bien. C'est-à-dire, c'est impliquer les populations du début à la fin. À la fin, exactement. Donc le nœud de cet axe-là, c'est l'implication des populations locales dans ce processus de développement. Parce que le dialogue et la concertation, c'est cela qui doit arriver en premier lieu avant autre chose. Donc je crois que c'est vraiment je dirais une innovation majeure parce que c'est une approche carrément différente. Et cette approche a le potentiel, cette fois-ci, s'il est bien expliqué, bien mise en œuvre, en mettant l'accent sur des aspects importants, notamment l'expertise technique. Est-ce que vous voyez, parce que les populations n'ont pas les moyens de le faire, et aussi en les associant dans le processus. Donc, ce sont ces deux axes. Et il y a l'idée de bloc qui a été évoquée. C'est-à-dire, par exemple, bon, prenons 500 hectares dans différentes zones, entre 500 et plus, et assurons-nous que la production satisfait les besoins du pays. Voilà. Et le paradoxe en Mauritanie aussi, et là j'aimerais insister là-dessus, c'est que jusqu'à présent, les coûts de production sont très élevés. Si vous prenez le riz, par exemple, ça tourne autour de 4 tonnes hectares. Ce n'est pas normal. On peut arriver jusqu'à 9 tonnes hectares. Et si jamais on arrivait à ça, l'autosuffisance alimentaire sera garantie. Et c'est ce schéma-là qui est en train d'être revu. Et c'est un dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'arrêté d'après ce qu'on nous a dit pour le moment. Et ça, c'est une très bonne chose, un dialogue entre les experts, entre la population, le gouvernement. Et c'est un dialogue privé, public, aussi avec toutes les parties prenantes. Donc vraiment, c'est une innovation majeure. D'accord. Donc comment les citoyens vont-ils bénéficier de cette nouvelle stratégie, sachant que les populations locales sont à majorité, c'est des citoyens en général
qui, même si ont suivi quelques formations, n'ont pas été très loin dans les études. Vous parlez d'approche participative. Voilà. Ce que j'ai remarqué à Dar el Barka, c'est que les populations sont vraiment ont soif d'innovation. Ce n'est pas le manque de volonté qu'il y a. Toutes les populations qui sont exprimées... il faut un accompagnement. Oui, voilà, un accompagnement. Mais un accompagnement qui soit très clair dans le truc et qui fasse de sorte que tout le monde gagne dans cette affaire. L'État mauritanien, les populations dans les zones, aussi les gens qui vivent dans la zone. Donc je pense que c'est intéressant. Supposons par exemple dans les formules qui ont été dégagées, il y a plusieurs formules. On dit par exemple, on va aménager 500 hectares dans une zone. D'abord, le consensus de toutes les parties prenantes dans cette zone-là, oh, on est d'accord avec vous. Et on dit, bon voilà, un investisseur vient, il prend en charge l'exploitation sur le plan technique, il garantit justement qu'on va avoir des productions qui vont être rentables et discuter des spéculations qu'il faudrait mettre au niveau de ces productions-là. Et comme ça, on s'assure aussi qu'après, disons après peut-être 30 ans ou 40 ans, l'exploitation revient à cette entente. C'est une sorte d'entente foncière. En quelque sorte. D'accord. Qui parle d'entente foncière va parler de gouvernement foncier, de gouvernance foncière, pardon, excusez-moi. Est-ce que cette approche de développement agricole au niveau du fleuve va-t-elle résoudre les problèmes des conflits fonciers? Nous savons un peu dans la zone ce qui se passe. Oui. Bon, d'abord, les conflits fonciers se posent partout dans le monde. Oui. Ce n'est pas simplement spécifique à la Mauritanie. En Afrique aussi, c'est des problèmes. C'est un enjeu majeur. Mais je crois que tout le monde est arrivé à un constat qu'il faudrait changer d'approche. On ne peut pas, vous connaissez le crédit agricole, comment ça s'est passé ici et ailleurs. Souvent, ça ne va pas là où ça devait aller, c'est investi ailleurs. Tout cela doit changer. Ce que les populations vont gagner dans ça, c'est leur implication. Donc, elles auront des exploitations qui seront profitables pour elles. Supposons par exemple que dans le deal, je donne un chiffre arbitraire comme ça, que les gens ont 30%. Ça peut être intéressant. Oui. Et ils peuvent négocier aussi pour 40%. Et si on arrive à avoir ces contrats-là vraiment gagnants, gagnant-gagnant, la Mauritanie n'aura pas besoin d'importer le riz, les légumes. Mais il faudra aussi insister sur la qualité du riz, parce qu'il faut dire que le riz produit chez nous, le riz Paddy par exemple qui est produit chez nous, il est différent du riz qui est produit ailleurs, en Indonésie par exemple. Absolument. Mais c'est là où je disais aussi, le problème parfois c'est un problème d'expertise. Voilà. Donc il faudrait y aller avec l'expertise qu'il faut, et ça a manqué. C'est parce que l'expertise qu'il faut n'est pas allé aussi, qu'on n'est pas arrivé à des rendements qui sont très élevés. Donc, on peut être compétitif. Les Asiatiques n'ont rien de plus qu'eux. Donc, c'est une question, et je crois que l'avantage ici, c'est qu'on a quand même une volonté politique d'essayer d'innover par rapport à cela. Et je crois que si tout le monde participe dans un dialogue concerté, où tout le monde gagne, je pense que c'est vraiment ça qu'il faudrait en ce moment. Et je crois que l'approche, en tout cas, nous, en tant que techniciens, j'ai travaillé avec mon collègue ici, Abdul Kader, bon, et c'est quelqu'un qui maîtrise aussi bien ce dossier. Et nous pensons que pourvu qu'on mette l'accent sur l'expertise, qu'on mette l'accent sur la participation, et que les gens participent et qu'il n'y ait pas de duperie dans quelque sens que ce soit. Et quand je dis participation, ce n'est pas simplement même pour les gens qui sont sur le terrain, c'est aussi de voir quelles sont toutes les parties qui sont en place et que chacun gagne. Parce que quand tu vois que tu gagnes, évidemment, tu vas participer. C'est clair, c'est clair. Donc, un dernier mot, un dernier message, et surtout aussi parler un peu du foncier dans le monde et en Afrique, avant de nous quitter. Bon, ça fait plus d'une dizaine d'années que je participe à la grande conférence internationale sur le foncier. En fait, le terme qui est utilisé, c'est bonne gouvernance foncière. Donc, dans le monde actuel, l'accent est mis sur la bonne gouvernance foncière, sur la participation. Et je crois aussi que c'est un des grands résultats sur lesquels les gens mettent l'accent maintenant, c'est le lien entre le développement et le foncier. C'est-à-dire que si on ne règle pas le foncier à travers une participation, comme le gouvernement est en train d'essayer de le faire, il sera extrêmement difficile d'arriver au développement agricole. Et là, quand je parle agricole, je parle aussi de l'élevage, parce que c'est tout un ensemble. Donc, le foncier est un aspect important, mais j'insiste sur l'aspect participation. Parce que l'aspect aussi... très important, voilà. C'est très important, parce que sans la participation des acteurs concernés,
le projet ne pourra pas vraiment évoluer. Donc, merci beaucoup, Monsieur Barrow Mamadou, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je rappelle qu'il est professeur à l'Université d'Arizona et expert foncier. La suite de ce journal nous amène dans les marchés et voies publiques de la capitale où l'on constate malheureusement un relâchement des mesures préventives. Et nous en verrons plus dans ce reportage de Najia Jekani. Le ministère de la Santé a déclaré la semaine précédente que les cas d'atteinte au Covid-19 ont dépassé plus de 20 000 cas, avec 19 000 guérisons et 500 décès depuis le début de la pandémie. Malgré toutes les mesures préventives et les campagnes de sensibilisation menées, la nécessité de respecter les mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus est indispensable. À cet effet, l'expert juridique dans le domaine foncier, M. Selmoul Abdelkader, rappelle aux citoyens l'importance du respect des mesures préventives telles que l'interdiction de tout rassemblement public, le respect de la distanciation sociale et le port du masque dans les espaces publics. Il a aussi demandé aux citoyens de se rendre massivement au centre de vaccination et plus particulièrement, dit-il, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le non-respect des mesures préventives contre le Covid-19 constaté ces jours-ci au niveau des marchés et des rues pourrait conduire à la propagation de ce virus mortel. Les citoyens rappellent que la pandémie est encore parmi nous tant que des cas sont encore déclarés sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que les citoyens ont mis l'accent sur l'importance du respect des mesures barrières. Le seul moyen pour lutter contre cette pandémie mondiale qui a des répercussions négatives sur la vie active. Et nous venons-en maintenant à la situation épidémiologique dans notre pays, marquée par l'annonce du ministère de la Santé de l'enregistrement de 22 nouvelles infections au coronavirus et 41 cas de guérison au cours de ces dernières 24 heures, tandis qu'un décès a été enregistré. Ainsi, le nombre total de contaminations depuis l'apparition de l'épidémie dans notre pays a atteint 20 336 000, dont 10 960 cas de guérison et 481 décès. Lancement des activités du projet de renforcement des capacités d'intégration et de développement social et économique des réfugiés et de la population locale à Bassiknou. Compte rendu Amina Khalil. La Journée mondiale des réfugiés a été l'occasion pour le lancement des activités du projet de renforcement des capacités visant à promouvoir l'inclusion socio-économique des réfugiés, des demandeurs d'asile et des communautés locales. Un projet de la coopération allemande dont l'exécution est supervisée par le Haut-Commissariat des réfugiés de Bassiknou. L'objectif est de créer un climat propice à la coexistence entre réfugiés et population locale. Ce projet vise à répondre aux besoins de la population locale et la population réfugiée en termes d'accès aux services, aux opportunités économiques et à la protection sociale. Dans ce cadre, l'une des activités du projet consistera à offrir aux jeunes Mauritaniens, mais également aux jeunes réfugiés, des opportunités d'activité génératrices de revenus afin de travailler ensemble sur des projets innovants qui leur permettront de contribuer au développement de la communauté et du vivre ensemble. Le projet vise l'amélioration des conditions de vie des populations locales et celles des réfugiés à travers l'amélioration de l'accès aux services de base et aux activités génératrices de revenus, au profit des populations les plus démunies, ainsi que la protection sociale. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à M. El Wali, qui nous honore aujourd'hui de sa présence, et lui dire que la coopération allemande et le gouvernement allemand sont à ses côtés et accompagneront le gouvernement mauritanien dans les actions concrètes qu'il mène pour mettre en œuvre les engagements pris en 2019 lors du Forum mondial sur les réfugiés. Le projet, prévu pour une durée de 2 ans, constitue une expérience pilote de partenariat entre une institution spécialisée dans le développement durable et une autre dédiée au travail humanitaire basée à Bassiknou. Il est attendu que le présent projet contribue à l'amélioration des conditions économiques des réfugiés et des populations locales.
Et dans le domaine agricole, l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kéhédi a organisé une cérémonie de remise de diplôme à la nouvelle promotion d'agents vétérinaires. Ceci dans le but de contribuer au maintien de la santé animale par la formation d'un personnel compétent. Élément de réponse, El Haj Abdallah Eddine. D'agents vétérinaires, qui sont au nombre de 300, ont suivi une formation intensive dans le domaine de l'élevage et la vulgarisation vétérinaire au sein de l'École nationale pour la formation et la vulgarisation agricole à Kéhédi. Les sortants expriment leur satisfaction pour la qualité de la formation qui a couvert plusieurs aspects liés aux pathologies animales. Cela devrait aider les éleveurs à soigner leur bétail dans leur terroir en temps opportun. Le directeur général de l'élevage au Gorgol, M. Mohamed Ouelsalik, a déclaré que la sortie de cette promotion représente le dernier maillon d'une série de formations profitant aux vétérinaires. La formation, dit-il, s'inscrit dans le projet d'appui au pastoralisme du Sahel relatif à la santé animale et à la santé publique. M. Habibullah Habibullah, chef service de la santé animale, a indiqué que l'objectif de cette formation est de renforcer les compétences des vétérinaires venus de différents coins du pays afin de disponibiliser les premiers soins au bétail sous la supervision des docteurs vétérinaires. Il a ajouté que cette formation permettra aux bénéficiaires d'être en veille et capables d'informer les services de la santé animale en cas d'apparition de maladies au niveau du bétail. M. Cheikh Mohamed Mahmoud, vétérinaire bénéficiaire de cette formation, il a énuméré les nombreux avantages de la formation qui aidera à absorber le chômage chez les jeunes et de fournir les premiers soins au bétail. Les membres de cette promotion des agents vétérinaires contribueront à l'orientation des éleveurs et à la préservation du bétail, une richesse animale nationale qui constitue un secteur vital pour l'économie du pays. Le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a lancé un programme de création de jardins d'enfants modèles, et cela en procédant à la construction de 50 nouveaux jardins d'enfants publics dans le pays en finançant plus de 100 projets de jardins d'enfants. Najia Jekani. À la fin des années 70, ce bâtiment faisait office du jardin d'enfants rattaché à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ici, se retrouvaient chaque matin les enfants venus des 4 coins de la ville pour recevoir les bases de l'enseignement du préscolaire. Fatimetou, une employée du jardin, nous raconte avec enthousiasme les journées remplies de joie qu'elle passait jadis dans cette institution. Elle replonge dans les souvenirs de ce que fut un havre de paix pour les tout-petits. Aujourd'hui, 30 ans après la création du jardin, de nombreux enfants sont devenus de hauts cadres dans le gouvernement et c'est toujours un plaisir de les revoir. Et parce que l'enseignement au préscolaire est une étape déterminante dans la vie de l'enfant, le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a lancé un programme de financement de 100 projets d'ouverture de jardins d'enfants. L'initiative de l'ouverture de ces jardins revient aux sortants de l'École nationale de l'action sociale. S'exprimant un des responsables au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a tout d'abord déclaré que le programme d'appui à l'enseignement préscolaire est axé sur la formation de 150 monitrices, qui seront reparties dans 50 jardins. Il précise que pour la première fois, 150 monitrices ont été recrutées. Nous nous sommes rendus dans un des jardins, 6 dans la Mokata d'Elmina. Sa directrice nous a confié que le jardin, dénominé Génération Future, accueille des enfants âgés de 3 à 6 ans, qu'il dispose de 3 salles de classe qui sont réparties pour la petite enfance, la moyenne section et la grande section. Direction à présent notre capitale économique Nouadhibou, où l'Institut d'excellence pour la mémorisation du Saint-Coran offre de nombreuses opportunités à ceux qui souhaitent apprendre le Saint-Coran par la mémorisation ou la récitation. L'Institut a pu former 3 promotions de femmes dans le domaine de la mémorisation du Saint-Coran. El Haj Abdallah Eddine. Itqan pour la mémorisation du Saint-Coran, basé à Nouadhibou, offre une opportunité idoine pour les élèves désireux d'étudier le Saint-Coran et les sciences originelles. Depuis sa création, l'Institut a adopté une approche pédagogique multidimensionnelle consistant à organiser des séances scientifiques dans plusieurs filières,
telles que la sira du prophète, la jurisprudence islamique et la grammaire arabe, impliquent la mémorisation et la psalmodie du Saint-Coran. Le directeur de l'Institut Itqan, M. Mohamed Ibrahim, explique que sa structure renferme 4 départements. Le premier est réservé aux élèves qui ne sont pas inscrits dans les écoles. Le second est pour les écoliers, les collégiens et les lycéens. Un troisième département est destiné à l'initiation des enfants et un quatrième propre aux femmes et aux filles. Le directeur de l'Institut cite « Nous enseignons à nos élèves des livres islamiques, particulièrement les rites malikites et la langue arabe. Nous attirons beaucoup des apprenants venus de la ville de Nouadhibou et autres localités. » Des dizaines d'élèves de l'Institut Itqan expriment leur contentement pour les connaissances qu'ils ont acquises depuis leur inscription à cet établissement d'enseignement originel. Cette élève indique qu'elle a étudié les dispositions de la psalmodie du Saint-Coran et elle lit le Coran comme il faut grâce à cet institut. L'Institut Itqan pour la mémorisation du Saint-Coran, qui compte actuellement 150 élèves, a réussi de sortir 3 promotions féminines capables de psalmodier convenablement le Saint-Coran. Lors d'un point de presse, le président de l'Union pour la République UPR, M. Sidi Mohamed Ould Taleb, a indiqué qu'il est convaincu de la performance et de la capacité des organes de la sécurité de remplir pleinement leur mission, contrairement à ce que véhiculent à travers des rumeurs malveillantes certains réseaux sociaux depuis l'accession du président de la République au pouvoir, déclare-t-il. Aucun crime n'a été enregistré contre un inconnu. Monsieur Taleb Ould Amar a par la suite passé en revue les différentes étapes par lesquelles sa formation est passée. Il a également expliqué sa vision vis-à-vis des questions posées sur la scène nationale et énuméré les acquis réalisés au profit des citoyens. Hier soir, le siège de la coalition Vivre Ensemble a abrité une cérémonie qui a marqué l'adhésion de certains nouveaux membres à l'Alliance qui comprenait un nombre d'acteurs dans les domaines culturels et politiques. Le coordinateur du rassemblement a déclaré qu'il est convaincu des objectifs de cette coalition qu'il a indiqué répondre aux besoins de tous les Mauritaniens à résoudre les problèmes de l'unité nationale et à construire un pays fort, sûr et unifié. Le président de la coalition Vivre Ensemble, Kane Hamidou Baba, a remercié les membres du rassemblement de tous les Mauritaniens d'avoir rejoint la coalition, exprimant sa joie de cette initiative, expliquant que l'Alliance est ouverte à tous les fils de la Mauritanie. Vous avez tous entendu les discours qui ont été prononcés par mon frère ici. Et tous ces discours nous font droit au cœur. Et vous savez, l'un des grands problèmes de la Mauritanie, je l'ai dit souvent, c'est que les Mauritaniens se sont peu parlé. Ils ne se sont pas beaucoup parlé. Et comme quand on ne se parle pas, on finit par avoir peur de l'autre. Parce qu'on ne sait pas ce que chacun est en train de mijoter. Vous connaissez ce dicton qui dit « J'ai aperçu un point à l'horizon, je pensais que c'était un lion. Quand il s'est approché de moi, j'ai vu que c'était une personne. Mais quand il est venu en face de moi, j'ai découvert que c'était mon frère. » Et je pense que c'est cela, c'est sur cela que nous devons travailler pour faire de ceux qui sont loin de nous, qu'ils comprennent qui nous sommes et qu'ils se rapprochent et qu'ils sachent qu'ils sont nos frères et que nous les considérons comme tels. Maintenant, chers amis, je sais qu'adhérer à la CVE, le doyen ne l'a pas dit, mais c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices aussi.
Et je vous invite à partager le fardeau de la CVE. La CVE sera ce que vous en ferez. Oubliez que vous êtes venu le 19 juin adhérer à la CVE. Considérez que vous êtes ici, membre de la CVE depuis la création de la CVE. C'est tout ce que je voulais ajouter. C'était donc les propos du président de la coalition Vivre Ensemble, M. Kane Hamidou Baba. La fin de ce journal avec l'association mauritanienne des diplômés des universités et instituts du Maroc qui a organisé sa conférence en présence d'un certain nombre de ses sympathisants. Une conférence dont le thème est le rôle de la communication culturelle et scientifique dans la construction de l'État et qui a constitué une occasion pour le président de l'association, Abdelrahman Ould Sidi Mohamed, de remercier les autorités d'avoir autorisé cette rencontre, ajoutant que l'association naissante travaillera à poursuivre la communication avec ses sympathisants et à partager leurs expériences scientifiques et pratiques tout en encourageant à atteindre plus d'excellence et de succès. Les différents intervenants qui ont parlé au cours de la cérémonie ont indiqué que l'association a un rôle important à jouer dans la diplomatie et a contribué à la création d'un partenariat élargi entre les deux peuples frères afin de renforcer l'échange d'expériences dans les domaines du développement local, de la santé, de l'éducation et de l'investissement. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Lancement des projets adjugés à Benichab par la commissaire à la sécurité alimentaire. Visite du commissaire, visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme à l'ICSEIB 2 pour s'enquérir des conditions de vie des populations. Dans ce journal, vous avez suivi les appréciations des populations de la rive du fleuve quant à la création de pôles agricoles qui est une nouvelle opportunité pour les agriculteurs de cette zone du pays. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, vous pourrez suivre votre émission Wartanui avec ma consoeur Mineur Mas.